J'ai toutes les semaines de nouvelles personnes, des femmes entre 40 et 50 ans, qui se sont séparées ou qui divorcent et qui me disent quasiment tout à l'unisson, pourquoi pas réenvisager un jour un couple, mais chacun chez soi. Je ne veux pas m'embarrasser avec un bonhomme à la maison. C'est la phrase qu'elles me sortent régulièrement. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver. On retrouve ce matin Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien. Bonjour. Docteur en psychologie, psychothérapeute et président de l'Institut du Comment. Et je vous trouve une très bonne mine, Maximilien. Ouais, j'ai pris un peu le soleil, il a fait beau pendant ces vacances, en France. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Radio Freedom, que vous connaissez peut-être. Alors je connais le nom. Que j'ai entendu pendant 2 semaines et qui est une radio qui est très très intéressante, très proche de la population et avec un rythme particulier, mais on est très connecté à l'île dans laquelle j'étais en écoutant cette radio H24 qui est une référence pour tous les habitants de cette île et c'est très très intéressant à entendre. Bon Maximilien, welcome back là où il fait froid. Il fait froid, hein. Vous avez choisi votre moment pour revenir. Il a fait bon jusqu'à ce que vous reveniez. Maintenant, ça pique. Exactement. Et le jour où je suis arrivé, apparemment, il a plu beaucoup. J'ai perdu 38 degrés. J'ai cru que j'allais mourir, mais ça va. Voilà. Bon, réchauffez-nous, Maximilien. Donc, ça, c'est un sujet qui vous a été inspiré par une de nos auditrices, d'ailleurs. Hein. Exactement. Donc, je voulais dire merci à Madeleine. Donc, Madeleine, je ne vous connais pas, mais vous m'avez suggéré l'émission du jour. Et c'est vrai que j'avais un petit peu cette idée en tête. Donc, il fallait me propulser un peu, me donner un peu la motivation. Donc aujourd'hui, on va parler du couple et notamment de la configuration que j'ai l'impression d'entendre de manière assez récurrente, qui est le fait que chacun vive chacun chez soi en fait. On peut être en couple, mais chacun vit dans son domicile. On aurait pu appeler cette émission « Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ». Et le deuxième titre d'émission auquel j'ai pensé, c'est « Je suis polyamoureux. J'aime mon ou ma partenaire, mais j'aime aussi ma liberté ». Parce que finalement, ça n'a rien à voir. Oui, mais je trouvais que c'était pas mal parce que finalement, on peut pas choisir. Dans la question du couple où chacun vit chez soi, et on va décliner ça quand on a envie de le faire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on aime moins son partenaire que la copine qui vit avec son mec. Donc ça, c'est souvent la question derrière, c'est finalement, si vous aimiez vraiment, vous vivriez au même endroit. Et donc, on va essayer de décliner un peu ces questions. Vous en connaissez, vous, des couples autour de vous qui vivent séparés ? Oui. Ah ouais, de plus en plus. Mais je vais vous en parler un peu aujourd'hui. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je fais un petit coucou à certains psychologues qui, en fait, je l'ai appris, prescrivent mes vidéos à leurs patients et patientes. Donc, je fais un petit coucou à Daniela et Nathalie, notamment, qui m'en ont parlé. Donc, je me dis que les vidéos servent à quelque chose. Et je voulais faire 2 petits points juste avant de commencer. Je voulais remercier les auditeurs parce que je ne m'attendais pas un jour à faire 200 000 vues sur la vidéo « Qu'est-ce qui tue l'amour dans le couple ?» Et puis un petit coucou aussi à un auteur que j'ai découvert, qu'on m'a fait découvrir, que j'ai lu pendant 2 semaines, qui s'appelle Yann Carninon et qui a écrit un bouquin que j'ai lu qui s'appelle « Vers une libération amoureuse, propositions romantiques, érotiques et politiques » et qui fait réfléchir. Donc aujourd'hui, on va un peu prolonger finalement les réflexions autour de que chacun vive chez soi en restant finalement amoureux. Donc c'est pas un plaidoyer pour ou contre. Non, mais la question c'est est-ce qu'en restant amoureux ou en étant en couple ? Mais les deux sont possibles. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là ? Je sais pas. Est-ce que amoureux et vivre en couple, c'est pas forcément la même chose ? Ah d'accord. Est-ce qu'on peut être en couple quand on n'est pas... Alors on va dire qu'on va préciser aujourd'hui, on est dans la question d'être en couple, mais de pas être dans le même foyer, dans la même maison, tout simplement. Donc, c'est pas la peine de commenter la vidéo YouTube en se disant que c'est bien ou c'est pas bien. L'idée aujourd'hui, c'est pas de convaincre les auditeurs qu'il faille le faire, mais l'émission, en fait, elle est partie de plusieurs points. Elle est partie notamment de 2 points. Je me suis demandé, est-ce que ce qui tuerait pas le couple d'une certaine manière, ce serait pas le quotidien, le même endroit, la routine? La réponse, on s'en doute, c'est oui et non. À la fois, ça peut être très rassurant de retrouver la chaleur du foyer, les habitudes, l'endroit qu'on connaît très bien. C'est un lieu refuge. Et en même temps, on sait que le quotidien, perpétuellement dans les couples, c'est le truc qui détruit, qui vient éroder régulièrement un peu la falaise et qui fait que 10 ans après, on n'en peut plus. Donc, on est toujours à peu près entre les deux. Le deuxième point, c'est, et donc ça n'est pas objectif, mais c'est ce que je reçois en consultation, j'ai toutes les semaines de nouvelles personnes, des femmes entre, encore une fois, 40 et 50 ans, qui se sont séparées ou qui divorcent et qui me disent toutes, quasiment toutes à l'unisson,
Moi, pourquoi pas réenvisager un jour un couple, mais chacun chez soi. Je ne veux pas m'embarrasser avec un bonhomme à la maison. C'est la phrase qu'elle me sort régulièrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour l'émission ? Je me suis dit, c'est bizarre. Moi, de mon petit point de vue, j'ai l'impression que ça devient une récurrence permanente. Mais je vais aller voir les études. Donc en 2019, on a fait une étude et il a été montré que 4 millions de Français sont en couple en vivant chacun chez eux. Mais ça n'est pas un choix volontaire pour tous. Pour 62% de ces couples, de ces 4 millions de Français, c'est pour des raisons professionnelles avant tout. Donc on n'a pas le choix, on est muté, etc. Ah oui, donc c'est les célibataires géographiques. Les célibataires géographiques. Et donc c'est intéressant aussi pour eux parce qu'ils ne l'ont pas forcément choisi. Et puis certains y trouvent leur compte, d'autres pas du tout. Donc on va parler ici des gens qui ont fait ce choix-là prioritairement. Il faut savoir que dans ces 4 millions de Français, il y en a 20% qui ont pris la décision à deux. Et il y a 16% qui ont suivi la volonté de l'autre. Ben oui, parce qu'il y a une autre situation intéressante dont on parlera. C'est le fameux « j'aimerais m'installer avec mon mec ou ma nana, mais l'autre ne désire pas qu'on fasse foyer commun, donc je m'adapte. Je trouve mon parti, j'essaie de trouver mon équilibre, mais finalement, je ne peux pas venir m'installer de force avec l'autre qui ne le désire pas. Mais qui m'aime quand même. » Qui, alors, je vais déblayer un peu quand même la petite idée, le petit fantasme, qui n'est pas forcément pris par des besoins d'infidélité, mais qui peut simplement avoir une autre conception de la vie, qui peut avoir besoin de son chez-soi, etc. Évidemment, la question, elle va surtout s'adresser aux couples qui n'ont plus d'enfants, ou qui n'ont plus d'enfants à charge, puisqu'on se doute bien que les enfants ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'une organisation, qu'on n'ait pas trop de 2 parents pour pouvoir gérer un enfant, et que vivre chacun chez soi, c'est un peu particulier à gérer quand même si on peut tout imaginer, hein, je veux dire... mais vous partez du principe que finalement, des couples qui ont des enfants ensemble... peuvent plus difficilement... Ça me semble évident parce que ce serait un peu particulier de dire tu vas chez ton père ou tu vas chez ta mère, bien que j'en ai entendu des choses parfois auxquelles je m'attendais tellement pas et qui parfois fonctionnent du tonnerre aussi, parfois sont un peu bizarres, que tout est possible. Mais c'est vrai que pour un enfant, ça peut être un peu particulier et puis je me mets à la place de l'enfant, t'es une semaine chez ton père mais ils sont divorcés, non, pas du tout. Ça, je ne l'ai pas encore entendu. D'accord, ok. Mais je suis sûr que ça existe. Si c'est votre cas, là, vous pourrez commenter la vidéo. Oui. Ça me plairait bien de rencontrer ces gens-là, de discuter, en tout cas d'avoir un retour là-dessus. Fait ce choix, finalement, avec des enfants, de ne pas vivre ensemble. J'ai connu quelqu'un, notamment, quand les parents avaient divorcé, et ça arrive, j'en ai déjà entendu quelques-uns, c'est rare sur un autre registre, quand les parents divorçaient, en fait, ils venaient en garde alternée dans la maison qui était aux enfants. C'est-à-dire que les enfants ne changeaient pas, déménageaient jamais, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, tiens, c'est une autre organisation. Donc le père arrivait le week-end avec son bagage et puis la mère avait fait le nécessaire, les courses, et puis il s'installait pour une semaine. Bon, pourquoi pas ? C'est à voir. En tout cas, dans cette question-là, aussi, ça ne va pas s'adresser aux CSP les plus en difficulté, les catégories socio-professionnelles les plus en difficulté, parce qu'on se doute bien qu'il y a aussi un intérêt financier à pas avoir 2 frigos, 2 voitures, 2 congélateurs, 2 loyers à payer, 2 factures électricité, gaz, etc. Donc, évidemment, plus naturellement, ça va s'adresser à des gens qui ont un minimum de revenus et c'est plus souvent vers les 40 ans, 50 ans où les gens se disent naturellement j'ai payé ma maison ou elle est finie d'être payée, elle est en cours et j'ai pas besoin de céder à la tentation de diminuer mes coûts en me mettant absolument avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens qui vivent en couple mais pas ensemble, c'est un truc de riche. C'est des gens qui ont les moyens. C'est-à-dire que oui, il faut pouvoir, mais même quand on a un minimum d'aisance financière, on tire un trait sur la possibilité d'avoir plus de sous. Mais donc ça veut dire peut-être que ma liberté n'est pas compressible à ce point-là. En tout cas, pour certains, ils se disent oui, ce serait bien, je ferais des économies, mais qu'est-ce que je perdrais en fait ? Qu'est-ce que je gagnerais et qu'est-ce que je risquerais de perdre ? Ça, c'est la grande question. Il semblerait au premier abord que pour ces couples-là, il n'y aurait pas de concession à faire, en tout cas moins, encore que, c'est à voir. On peut imaginer, donc, comme je vous disais, que c'est un choix partagé, mais parfois c'est vécu comme une contrainte qui est subie par l'autre partenaire qui se plie à la volonté, en fait, et qui n'a pas d'autre choix, finalement, de rester en couple avec son homme ou sa femme dans ces conditions-là. Alors, je vais décliner sur plusieurs points aujourd'hui, et notamment, donc, on va s'arrêter sur la question du domicile.
Dans une maison où vit un couple, on trouvera beaucoup de choses que monsieur ou madame n'aurait pas acheté en étant seul. Donc, est-ce que c'est le résultat de décisions de couple ? Finalement, la manière dont est aménagée finalement la maison, ou est-ce que c'est le résultat du choix d'un partenaire qui triomphe sur la volonté de l'autre ? Ça, c'est une question très importante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il arrive souvent au moment de la séparation, donc moi je rencontre beaucoup de gens dans ces situations-là, où monsieur ou madame me dit finalement j'ai la baraque et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai accepté de laisser rentrer dans cette maison parce que ça plaisait à l'autre, mais moi, ça ne m'a jamais plu, en fait. Et je me rends compte qu'une bonne partie de la maison est décorée à les couleurs, le papier peint, le tapis, le canapé, la décoration que je n'ai jamais vraiment aimé. Mais c'est un résultat du couple d'une certaine manière parce que je l'ai validé, mais c'est surtout, en fait, des envies, c'est surtout la traduction des envies de mon ancien partenaire. Et je me rends compte que moi, il n'y a rien qui me ressemble là-dedans. Vous voyez ? Ça, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui triomphe ? En fait, finalement, est-ce que cette question de décoration et d'objets, comme vous le dites, ça ne dépend pas que d'une personne ? C'est une question sur comment fonctionne le couple, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire ok, quoi, à dire bon, vas-y, tu t'en occupes, chérie, je veux changer les rideaux. Le mari dit moi, ce soir, c'est football, tu fais ce que tu veux. S'il est adorable, il dit tu prends ma carte bleue. Puis le lendemain, c'est rose, quoi. Puis il s'en fiche, quoi. Mais bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, quoique on peut l'exporter à d'autres exemples. Mais finalement, après, on se retrouve dans une scène qui n'est pas vraiment la nôtre. Et donc, ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'en consultation, quand j'ai des hommes ou des femmes qui viennent de se remettre dans leur logement, ils sont confrontés à comment ils veulent aménager. Puis parfois, c'était bien pratique d'avoir quelqu'un qui les drivait, en fait, qui leur disait mais ça fait 6 mois, t'as pas de rideau, et puis ton canapé, il est moche, tu devrais en prendre un autre. Et qui finalement n'ont pas pris cette habitude de se dire est-ce que j'ai du mobilier qui me ressemble en fait ? Est-ce que j'ai fait des choix parce qu'on m'a dit que c'était bien, ou parce que j'ai craqué sur une publicité, ou parce que quelqu'un me l'a proposé que j'ai dit oui en fait. Donc il y a une question derrière quand même, c'est comment est aménagé mon espace, et je crois que cette question justement elle se repose par définition autrement quand vous avez votre lieu à vous, qui ne va pas être complètement modifié par la volonté de l'autre, puisque chacun vit chez soi. Et donc, je pense que vous couplez ça au fait que les gens aient 40-50 ans, vous vous retrouvez dans des maisons qui sont très marquées, finalement, par la personnalité de l'habitant, en fait. Et Maximilien Bachelard, ce matin, jusqu'à 10h en couple, mais chacun chez soi, Maximilien. Donc, on avait décoré la maison tout à l'heure. Beaucoup pouvaient, après quelques années de couple, se retrouver dans un appartement qu'ils n'ont pas choisi, en tout cas dont ils n'ont pas choisi la décoration. Ils se sont, on va dire, laissés faire. Oui, c'est-à-dire que ça donne peut-être aussi une image de comment on a négocié les décisions de couple ensemble pendant des années, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur d'autres exemples. Je me rappelle d'une femme qui m'avait dit... finalement, c'est moche, dans cette maison, elle avait récupéré. Puis elle m'a dit, mais j'ai laissé faire quoi, les décisions pour pas avoir de problème. Je le laissais décorer parce qu'il adorait ça. Et en fait, je ne me retrouvais pas là-dedans. Donc c'est intéressant, finalement, c'est peut-être un mécanisme aussi qui rajoute à la possibilité de se sentir mal en couple au fil des années. C'est de se retrouver dans un décor où on n'est finalement pas si bien que ça. On est habitué, mais c'est plutôt le résultat de la volonté de l'autre. Donc vivre à deux, c'est poser un décor dans lequel on va vivre en continu. La vie va dépendre aussi en partie de la scène dans laquelle on est, des décors, d'un consentement mutuel. Et donc on a consenti d'une manière ou d'une autre à ce que les objets, les couleurs, la décoration soient ainsi. Donc comme je vous disais, au moment du divorce, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec une maison qui ne leur ressemble pas. La maison va contenir, selon moi, les vestiges du couple, mais aussi les vestiges du non-choix du couple, de l'un qui aurait triomphé sur l'autre. À ce moment-là, les gens trient, ils jettent les affaires, ils se réapproprient leur territoire, ils se rendent compte qu'une partie des objets ne leur ont jamais plu. Il faut aussi se dire que beaucoup de femmes divorcées sont clairement échaudées par les hommes, comme je vous le disais au départ, à tort ou à raison. C'est pas une question en soi à laquelle on peut apporter une réponse bien claire, mais elles se disent souvent, si moi je vis dans ma propre maison, j'aurais plus de compte à rendre à qui que ce soit. Donc ça dit quelque chose de comment elles vivaient leur couple. Et moi, après avoir écrit ça, j'ai relu l'émission et je me suis dit, mais ça dit quand même quelque chose de comment cette dame, elle s'imagine
un couple abouti. C'est-à-dire qu'en gros, elle se dit, si je me mets avec un bonhomme, forcément, j'aurai des comptes à rendre. Donc, comme je ne peux pas trouver quelqu'un avec qui les choses seraient plus fluides, ma décision à ce moment-là, c'est de rester dans une maison toute seule. Comme ça, j'éloigne de l'extérieur celui qui viendrait forcément me contraindre, m'embarrasser. Donc à 40-50 ans, je peux vous dire que quand elles sont bien sorties de leur divorce, qu'elles ont pu les enfants allaiter, c'est terminé la plupart du temps, elles ne veulent pas repartir là-dedans. On pourrait presque même se demander, c'est un peu particulier de la poser comme ça la question, peut-être qu'un suivi abouti permettrait d'arriver à ça, en tout cas temporairement. C'est-à-dire que quand une femme, et ça peut m'intriguer, quand une femme, après 20 ans de souffrance et un divorce, au bout de quelques mois, veut déjà emménager chez quelqu'un d'autre, je me dis, oula, déjà ça m'arrive très peu d'entendre ça, mais je me suis déjà dit, oula, c'est peut-être un peu rapide de vouloir absolument tout de suite refaire foyer commun. Parce que moi, ma petite idée derrière, on travaille jamais sans idéologie complètement, c'est que je trouve que c'est bien de pouvoir se réapproprier son existence, sa solitude, ses habitudes, ses rituels, pour bien les connaître, bien s'en rendre compte, et après, trouver quelqu'un avec qui ça va bien se compléter. Plutôt que de tout de suite venir se réinstaller chez quelqu'un d'autre. Je pense que... Pourquoi se réinstaller chez quelqu'un d'autre et pas prendre un appartement pour deux? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas s'installer chez l'un ou l'autre, qui prennent un appartement pour le coup. C'est pas la même chose, ça aussi, c'est sûr. C'est sûr, ça me fait... On est ensemble, mais dans un appartement qui n'a été celui d'aucun des deux. Ça me fait penser à une dame qui était veuve et elle a rencontré un homme et ça s'est très bien passé. Mais elle m'a dit, à partir de ce moment-là, il a eu des idées de modification de l'endroit. Donc il y a eu des travaux, on a cassé plein de trucs, on a refait les peintures, c'est plus la même maison et donc ça va. Parce que dès qu'elle a commencé à me parler de ça, je me suis dit, oula, pas facile quoi. Pas facile de se dire, j'ai vu mon mari pendant 20 ans traverser le salon, puis là, il y a un autre homme, et il a fallu que ça passe par une réappropriation de l'endroit. C'est-à-dire que ce soit au goût du couple pour de bon. Voilà, petit aparté. Il y a peut-être quelque chose aussi, c'est l'idée de dormir dans le lit où quelqu'un d'autre a dormi pendant 20 ans, c'est particulier quand même. Oui, il y a cette question-là. Enfin, question que ne se posent pas les gens quand ils sont infidèles, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, dans la construction du couple, oui, il y a ça. Mais même en ayant changé de lit, c'est-à-dire que si vous mettez à la place de la dame, voilà, on mange dans l'endroit où elle mangeait avec son mari, quoi, avant, quoi. Donc il y avait quelque chose, il fallait se réapproprier ça. Il y a quelque chose qui est très important et dans l'étude, ça a été confirmé parce que moi je l'ai vu et je me suis dit, est-ce que l'étude le voit? Le fait que l'un des deux partenaires ait été marié auparavant pousse statistiquement à la non-cohabitation. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire un couple, vous prenez 40-50 balais à peu près, ils se mettent ensemble. S'il y en a un des deux qui était marié et qui divorçait, eh bien il y a beaucoup plus de chances que le couple ne vive pas dans le même foyer. Et oui, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que finalement le mariage soit nous rend la vue, j'en sais rien, mais en tout cas peut provoquer soit un écœurement, soit une expérience, on va être positif, qui n'amène pas à être répétée, en tout cas dans les mêmes conditions. Mais il faut aussi pas oublier que les femmes et les hommes dont je vous parle, ils ont quasiment tous eu des enfants en fait, et que les enfants sont partis. C'est plus un sujet. Voilà, oui. Donc après ça s'agglomère tout ça. On est ensemble pour facilité financière, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'est aimé, parce qu'il y a les enfants, donc il y a tellement d'éléments ensemble que ces gens divorcés, en fait, ils ont un temps d'arrêt et ils se disent mais j'ai plus les enfants en fait. J'ai plus l'obligation d'être à côté de la maternelle ou du collège puisqu'ils sont à la fac et puis qu'on mange ensemble une fois par mois et qu'on s'appelle tous les week-ends. Donc finalement, pourquoi je referais un truc classique comme j'ai fait avant? Et donc c'est intéressant, vous voyez, mathématiquement de voir qu'on repositionne pas les choses de la même manière. Parce que vivre chacun chez soi, ça amène toujours à la question de finalement, on va avoir une certaine autonomie, on va se débrouiller, et je vais être un peu vulgaire, mais chacun va s'occuper un peu de son caca, et c'est peut-être pas plus mal pour le couple. Donc il y a la question des tâches ménagères. Lorsqu'on ne vit pas dans un endroit commun, les tâches ménagères, les tâches communes sont positionnées autrement. Quand on est chez soi, on sort les poubelles quand on veut, on laisse traîner ou on range quand on est bien obsessionnel comme on veut. J'ai une consultation il y a quelques jours où finalement une dame, pour elle, il faut absolument que tout soit clean dans l'immédiat tout de suite. Alors bon, pourquoi pas, mais c'est tellement dans l'immédiat tout de suite que ça crée toujours des conflits en fait, et que son mari pourrait faire la vaisselle dans 1 heure après le repas, mais pour elle ça doit être maintenant.
J'aurais envie de dire, si cette dame, elle vivait chez elle, ce serait peut-être plus simple. Je vous dis pas que c'est ce que je vais lui suggérer, mais en tout cas, c'est encore un exemple typique du j'ai un fonctionnement, l'autre en a un, l'autre déconne pas spécialement, mais on n'a pas exactement le même, ça me pose problème, et donc à chaque fois c'est conflit. À chaque fois c'est madame qui serre les dents, à chaque fois c'est madame qui fait une réflexion, à chaque fois c'est madame qui arrache l'assiette de monsieur pour la laver parce qu'il y a le film qui commence dans 5 minutes. Et donc ça fait partie des choses qui viennent à chaque fois faire grincer le couple. Donc on sort les poubelles comme on veut, on laisse traîner la vaisselle, etc. On fait la vaisselle comme on veut. On pourrait presque dire que c'est comme un retour à l'adolescence, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on gère son microcosme en fonction de ses besoins. On gère sa temporalité aussi. Donc si on a envie de se coucher à 2h du matin ou à 20h, il n'y a plus de problème. Ben oui, parce que se coucher à 2h du matin ne pose pas forcément de problème à l'autre, mais déjà on va le réveiller, peut-être que l'autre va avoir du mal à s'endormir sans nous. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont intéressantes. Et ça, c'est à mettre en perspective avec toutes ces personnes récemment divorcées qui se remettent à découvrir leur propre rythme. À se dire, finalement, avant je ne m'autorisais pas à me coucher à 1h du matin, ou alors avant j'avais toujours envie de me coucher à 20h, maintenant je le fais. Et donc j'ai souvent un sourire après coup, qui m'est donné par la personne et qui me dit maintenant je suis en train de trouver mon vrai rythme à moi, qui n'est pas pollué par le besoin des enfants, mais qui n'est pas pollué non plus par mon conjoint, et je me sens plus en phase avec moi. Puis j'ai pas à avoir honte, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à me sentir mal à l'aise, j'ai pas de réflexion, et je fais ce que je veux en fait. Donc c'est en ça où je parle un peu d'un retour à l'adolescence. Donc chacun gère du début à la fin, il n'y a plus d'obligation de ménage, plus d'obligation de course, il n'y a pas de répartition selon le sexe ou tout ce que vous voulez. J'ai même envie de vous dire, c'est peut-être la solution pour sortir du patriarcat. C'est une question que je pose à Nadia. En fait, les couples vivant chacun de leur côté... On rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que c'est une question que vous posez à Nadia mais oui, Bouga. Je lui envoie parce que je me dis que peut-être elle aura une réponse plus fine à apporter. Et puis je la taquine un petit peu en passant. En fait, les couples vivant chacun de leur côté se décrivent comme plus disponibles pour l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'ils ouvrent finalement la porte quand ils ont fini quelque chose chez eux. Et je vais rentrer un petit peu plus là-dedans. Mais en tout cas, dans ces situations-là, il n'y a plus de questions complètement idiotes comme « T'as mis où ma culotte, chérie ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» T'aurais pas pu passer un coup de balai et faire la vaisselle, toutes ces horreurs finalement. Vous avez déjà entendu ce genre de questions, Maximilien ? J'en peux plus de l'entendre tous les soirs me dire qu'est-ce qu'on mange. Elles me disent tout ça. Toute la semaine, j'entends que ça. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce qu'on mange demain ? C'est une question que moi j'ai déjà entendue. Ouais, mais où est-ce que tu mets ma culotte ? Franchement, je vais vous donner un exemple autour de moi. J'ai une amie qui met son pull en cachemire dans la panière à linge et son mari fait la lessive. Mais il a raison. Il est adorable. A rétréci. Mais il a fait la lessive quand même. Oui. Et donc elle me dit, je vais pas lui dire parce qu'on va s'engueuler. Et je lui dis, j'imagine que tu vas recevoir un colis dans 2 jours avec le même pull qui aura été acheté. Et elle me dit non, en rigolant. Je la taquine à ce moment-là. Parce que finalement, il a fait une bêtise, mais en même temps, il a bien fait. Et en même temps, si était bonne. Ouais. Enfin, l'attention était bonne, mais on aurait presque envie de lui dire, la prochaine fois, fais pas la lessive. C'est dommage. Mais vous voyez, tous ces petits trucs-là, évidemment, quand on vit chacun de son côté, on fait comme on veut, Et il y a moins d'erreurs. En même temps, vous me direz, est-ce qu'il y a moins de couples ? C'est une question. Alors, vivre chacun chez soi, ça pose la question du manque. Et ça pose une question, créer un manque versus le manque de manque. Alors, donc on sait qu'on est tous hyper connectés, on est en 2022, on dort 3650 nuits ensemble quand ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on regarde tous les soirs la télévision, et d'une certaine manière, on ne peut pas profiter d'une solitude qui, par moment, peut être utile, intéressante. C'est des éléments qui permettent de laisser émerger le manque, la solitude. Et c'est pour ça que moi j'aime bien demander un peu aux gens comment ils fonctionnent un peu plus en détail dans leur quotidien, notamment les couples, parce que parfois on se rend compte que ils sont toujours collés l'un à l'autre et que ils peuvent pas avoir un peu de tranquillité, notamment parce que l'autre lui fait la réflexion ou parce que, et ça c'est plus intéressant, la personne elle-même se met la pression et ne veut pas laisser l'autre toute seule. N'oublions pas que parfois on a du travail, on a envie de lire un livre et qu'on peut culpabiliser en étant parfois pas avec l'autre. C'est une espèce de contrat qu'on passe avec soi-même. L'autre ne peut faire aucun reproche, mais on se le dit, on le vit mal. On se dit, finalement, je laisse l'autre tout seul, et puis l'autre s'ennuie, l'autre tourne en rond. Pensons aussi aux maris ou aux femmes qu'on encourage à sortir. On est content que l'autre sorte, l'autre, ça lui fait du bien.
On pourrait aussi faire ça sans culpabilité, c'est-à-dire se dire, pendant que l'autre sort, moi je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir faire la vaisselle, je vais pouvoir lire 1 heure, je vais pouvoir ne rien faire, je vais pouvoir rester au téléphone 2 heures avec un pote sans me sentir mal à l'aise parce que j'ai délaissé mon partenaire. C'est finalement jouir d'un espace qui ne concerne et n'implique que nous-mêmes à ce moment-là. Et donc ça, c'est intéressant. C'est du temps pour soi. C'est du temps pour soi, mais c'est surtout, c'est toujours compliqué d'avoir du temps pour soi quand il y a l'autre à côté. Notamment l'autre s'ennuie ou l'autre tourne en rond et de dire, moi je vais lire 1 heure, quoi. C'est quand même parfois plus simple quand on se dit l'autre est occupé, donc je ne culpabilise pas parce que chacun est occupé à faire quelque chose. Mais c'est compliqué de dire à l'autre vas-y sors parce que moi je suis mal à l'aise quand je dois faire un truc, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Le manque de l'autre permet notamment de jouer plus facilement dans la relation. Beaucoup de personnes en couple heureuses et non contraintes feront par exemple la démarche de venir chercher l'autre, l'inviter. C'est-à-dire il n'est plus question d'être contraint de manger ensemble, de se dire que l'autre est forcément tout le temps là, collé, on est dans la même maison. C'est pas la même question. On entend plus souvent l'émergence de je suis chez moi, j'ai fait mes petites affaires et je suis très content d'inviter mon chéri à manger le soir et pourquoi pas de dormir ensemble. Donc on n'est plus dans la même chose. C'est ça vraiment une différence entre les deux situations. C'est soit on vit ensemble, c'est comme ça, la question ne se pose pas, soit tiens, l'autre me manque et j'ai envie de faire un effort pour le faire venir à la maison et j'ai envie de lui montrer que j'ai envie de quelque chose. Alors on les appelle les LAT, les Living Together Apart. C'est les Américains qui disent ça. On vit ensemble mais séparés. Il faut toujours faire un concept. Voilà, les couples non cohabitants. Oui. Voilà, plus de chez nous ça. Et on en parle ce matin avec Maximilien jusqu'à 10h. En couple mais chacun chez soi. Donc on était un peu sur l'idée qu'il y a quelque chose qui est intéressant. En tout cas, moi, je vous rapporte aussi ce que j'entends de ces gens-là. Et puis, encore une fois, chacun fait comme il a envie. Mais il y a des personnes qui se sont donc peut-être parfois perdues par hasard dans cette idée qui n'est pas classique d'avoir chacun une maison chez soi. Parce qu'on imagine que plus on remonte les générations, plus ça peut paraître incongru. Mais donc, ces gens-là qui me disent, finalement, c'est intéressant parce que l'autre me propose de venir à préparer le repas, parce que je viens pour le repas par exemple, et donc l'homme ou la femme a préparé quelque chose, et donc on vient se réinviter, donc on vient plus facilement aussi se reséduire. Donc c'est une attention qui est portée vers l'autre via une invitation, et donc ça pourrait être, si je te propose de venir, c'est parce que j'ai envie que tu sois auprès de moi. Et pas, cette question ne peut pas se poser forcément quand on vit ensemble depuis 20 ans dans le même lieu. Il faut se rendre compte qu'on ne se paye plus souvent le luxe de s'entendre dire cela quand on vit dans la même maison. Et finalement, moi, ça m'a rappelé l'envie d'avoir envie de Johnny Hallyday. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Le manque crée des envies, ça pousse à la séduction. Et il y a quelque chose qui est toujours aussi malheureux, qui me fait toujours autant de peine, mais qui est mathématique, c'est qu'on ne séduit plus ou pas facilement ce qu'on possède déjà, en fait. Et que le fait d'avoir chacun un foyer peut réduire cette sensation qu'on possède et qu'on a sous la main la personne. L'inattendu va relancer le désir, le manque également, et ça va nourrir l'imaginaire. Qu'est-ce que ça dit finalement du couple ? Le couple, parfois, ça permet d'éviter le sentiment de solitude. Alors, c'est une phrase que je lance comme ça, mais j'ai des exemples de rencontres que j'ai fait où les gens ne se posaient pas cette question, et à partir du moment où ils étaient séparés et n'en pouvaient plus de ce couple, ils se retrouvent dans un sentiment de solitude extrêmement puissant et sont très mal à l'aise. Donc, je ne vous raconterai pas en détail toutes ces histoires de personnes qui se remettent à voir des plans d'un soir ou de se satisfaire de relations pas terribles, parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls, ils ne veulent pas dormir seuls. Ça, moi, je trouve que c'est finalement assez triste. Éviter ce sentiment de solitude, finalement, qui est synonyme d'angoisse, de mal-être, de chute dans le vide. Et donc, je renvoie parfois les personnes à un bouquin que je trouve pas mal de Kellen, qui s'appelle « L'esprit de solitude », et qui vient appréhender l'idée que la solitude, ça peut sembler être synonyme d'angoisse, mais ça peut être aussi un moment ressourçant, intéressant pour soi. Pour certains, ne pas avoir de lieu commun, ça renvoie à la sensation de ne pas être en couple. Donc il y en a beaucoup qui diront, mais si vous ne vivez pas sous le même toit, c'est que vous n'êtes pas en couple. Mais donc moi je renvoie à la question, c'est quoi faire couple en fait ? Finalement, ça nous repose cette question. Est-ce que c'est être toujours ensemble ?
Et donc, les couples où monsieur est toujours sur la route, où madame est hôtesse de l'air, est-ce qu'ils ne sont pas en couple? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Et je trouve que cet exercice, il est intéressant de se dire, bon, alors ces gens-là ne vivent pas en couple, en tout cas en couple dans la même maison plutôt, vous voyez le lapsus, ils ne vivent pas dans la même maison. En fait, c'est parce que beaucoup ont cette définition du couple. Hein, vivre en couple, c'est vivre ensemble. Et donc, si on vit séparément, qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment se définir en couple? Et qu'est-ce qui nous reste, en fait, qui n'est pas de l'ordre de l'obligation, vous voyez? Qu'est-ce qui nous reste pour tisser une histoire à deux? On m'a aussi dit un truc, et ça c'était intéressant en consultation. Oui, mais si on vivait chacun dans notre maison, si l'autre sort le soir, boire un coup, moi ça m'inquiète, qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur? Et donc, sous-entendu, il risque de me tromper. Ce à quoi j'ai répondu, mais en fait, s'il vient dormir dans votre lit ou dans le sien, dans la ville d'à côté, qu'est-ce que ça change? Il peut tout autant vous tromper en vivant sous votre toit ou en vivant sous le sien. Et je pense que ça vient rassurer d'avoir à portée de main, finalement, l'autre qu'on possède. Ça pose des questions sur comment on vit notre attachement et notre relation, en fait, à l'autre. Pour d'autres, c'est éviter de faire couple avec les inconvénients modernes. Ça renvoie donc à la question de l'attachement dans le couple. C'est parfois un déchirement de ne pas vivre ensemble. C'est la question de la fusion derrière. Et donc, tout ceci est lié à notre fonction habituelle qui pourrait se transformer avec le temps. Est-ce que je rentre toujours du travail le plus vite possible? Ou est-ce que, par exemple, je peux flâner avec des amis? Est-ce que à chaque fois je dois retrouver mon couple pour me réfugier, ou est-ce que je peux avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres points où je vais m'attacher? Dois-je toujours prévenir de mes retards? Et celui qui dit ma femme arrête pas de m'appeler parce que j'étais censé rentrer à l'heure pile, et puis l'autre qui dira bah moi elle m'embarrasse pas, je lui ai dit que je sortais et puis je rentrerai ce soir. Même si l'autre ne me fait aucune remarque, est-ce que je me sens mal à l'aise à l'idée de rentrer 1 heure plus tard? Ai-je une vie sociale en dehors de mon mari ou de ma femme? Est-ce que j'ai besoin absolument de l'autre pour pouvoir finalement passer mon quotidien, mes journées? Donc il n'y a pas de bon modèle. Il est vrai qu'en réduisant au maximum, on pourrait dire qu'il y a ceux qui se sentent vides s'ils ne sont pas toujours ensemble, en manque d'oxygène, et d'autres qui pourraient se promener sans se sentir dans l'obligation d'être toujours ensemble. Maintenant, il y a nos habitudes, et puis elles changent avec le temps. Tout ceci, c'est lié à notre façon de vivre avec le monde, en dehors du couple. Il faut aussi noter qu'avec les années, le trop-plein de fusion peut amener certains à vriller. Et donc, là, je renvoie encore une fois à la question du syndrome de la mère nourricière. Beaucoup de femmes que j'estime être dans le syndrome de la mère nourricière, justement, au moment de la séparation ou du divorce, refusent catégoriquement de revivre sous le même toit qu'un autre homme, pour ne pas avoir à refaire fonctionner le foyer comme elle faisait, ou parce que finalement, elle ne pourrait pas s'en empêcher. Vous voyez, elles se disent... Oui, mais elles perdent un sens à leur vie. Peut-être. Mais c'est-à-dire que d'une certaine manière, je suis parti avec un schéma, je l'ai vécu, j'identifie l'homme comme un espèce de garçon qui ne va pas pouvoir s'autonomiser. Et d'ailleurs, les hommes n'existent pas et ils sont tous un peu des garçons dont il faut s'occuper. Donc, je vais les mettre à distance, ces garçons-là, et je vais vivre comme une femme. Donc pour moi, d'une certaine manière... on pourrait se dire qu'elles n'ont pas réussi à dépasser peut-être quelque chose jusqu'au bout. Et c'est là où moi, à chaque fois, je me pose la question et je leur pose à ces femmes, est-ce que vous avez déjà rencontré un homme dans votre vie, pas forcément dont vous étiez attiré, mais peut être votre père, un cousin, un voisin, est-ce que vous avez déjà vu des hommes qui ne fonctionneraient pas comme des petits garçons et qui pourraient vous rappeler que il en existe certains avec qui on pourrait vivre ensemble sans avoir à, finalement, excusez-moi l'expression, les torcher au quotidien. Pour d'autres encore, il y a une peur de l'engagement derrière ça, en fait, pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Donc là, en dehors de la mère nourricière, elles se disent moi, je veux pas m'engager, en fait. Je veux pas remettre un toit commun, je veux pas refaire un compte joint, je veux pas aller chez un notaire pour signer une maison, si c'est pour que dans 3 ans, ça refasse rebelote. Donc la question, elle est un peu plus large. N'oublions pas que la séparation des biens, et on en avait un peu parlé avec Mourad Serran il y a quelques années, hein, ça ne nous rajeunit pas, elle est presque traumatisante au moment du divorce. Vous avez travaillé des années pour acheter une maison, et puis finalement, faut la revendre, puis vous passez de 100 mètres carrés à un studio de 35. Donc ces femmes-là, parce que c'est plus souvent les femmes que ça intéresse, je crois, elles reconstituent un patrimoine et elles n'ont pas envie de rejouer au poker, en fait, d'une certaine manière. Parce que moi, je crois que il me semble que c'est plus facilement les femmes qui ont envie de faire cela, en fait.
Alors ça, c'est une question que je me pose, mais je crois étrangement, mais peut-être que je ne suis pas bien objectif, il me semble que les hommes se posent moins cette question et s'imaginent plus facilement revivre sous un même toit, et que les femmes, arrivées à 40-50 ans, quand elles qu'elles viennent de se séparer, elles se reposent la question de vraiment est-ce que c'est raisonnable de repartir dans cette configuration. Et donc là, c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'hommes qui sont désemparés en fait, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur propose un truc tellement moderne que ça les déroute. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est un peu idiot, mais ça me fait penser finalement à tous, c'est autre chose, ça me fait penser à tous ces hommes qui deviennent veufs à 60-80 balais et dont la fille ou la petite fille viennent leur faire à manger. Parce qu'ils n'ont jamais allumé la gazinière, ils n'ont jamais rempli les papiers, ils ne savent pas s'organiser, et c'est la femme qui faisait ça. Bon, petit aparté. Parfois, les familles bien organisées trouvent une épouse un petit peu plus jeune pour s'occuper du papa quand ça se passe dans ce sens-là, croyez-moi. D'accord. Et elle a souvent, on va dire que si le papa il a 70 ou 80 ans, l'épouse a 40 ans. D'accord. Ouais. Donc ces femmes-là, elles veulent partager, elles veulent faire lien sans la question financière. N'oublions pas, en lien avec le syndrome de la mère nourricière, qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Mais la réalité, c'est que les femmes aussi, il ne faut pas l'oublier, la plupart du temps gagnent moins, ont moins travaillé ou pendant leur grossesse n'ont pas perçu d'argent. Donc elles ont un pouvoir d'achat qui est souvent moins important que les hommes et que beaucoup n'ont pas perçu de pension alimentaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc le rapport à l'argent est différent souvent pour ces femmes-là après un divorce que pour les hommes. Pour avancer et peut-être pour aller un peu vers la fin de l'émission, en réfléchissant à toute cette question, je me suis dit qu'en fait, on retrouvait naturellement un processus qui n'était pas inintéressant et qui était lié à cette question. Arrivé à un certain âge, quand les enfants sont partis, et parfois avant bien évidemment, on sait que papa va sortir le chien et il va plus souvent faire les courses seul. Alors ça m'a intrigué parce que je me disais, c'est marrant, ces hommes-là ont besoin d'avoir ce temps-là. Peut-être qu'ils arrêtent de kidnapper leur femme qui ne veut pas sortir, et puis elle, peut-être qu'elle s'autorise à dire que ça la saoule de faire les courses. Et puis maman, elle va plus souvent chez le coiffeur, ou elle va plus souvent avoir son temps à elle pour faire sa couture. Et je me suis dit, tiens, avec les années, peut-être qu'on devient plus sage, et peut-être qu'on arrête d'embêter l'autre pour l'embarquer dans nos envies, et qu'on respecte plus facilement le besoin du partenaire et ses propres besoins. Et puis il y a aussi un truc, et donc je pense que ça résonnera chez certains, j'en ai entendu beaucoup avec les années dans ma vie et puis en consultation, des papas et des mamans arrivés à un certain âge qui font chambre à part. Les raisons officielles de départ, c'est ton père, tu sais, il ronfle et puis il se lève plus tôt que moi, ou il se lève bien trop tard et quand je me lève, ça le réveille. Ou alors, tu sais ma chérie, ton père et moi, ça fait longtemps qu'on est dans cette maison, ça fait longtemps que vous êtes partis. On avait 3 chambres de libre depuis que vous n'êtes plus là. Et donc finalement, naturellement, un soir, il voulait pas me réveiller, il est allé dans l'autre chambre. Et puis naturellement, comme de par hasard, ça s'est fait un peu par un contrat tacite, chacun s'est mis à dormir dans sa chambre. Et je pense que c'est un besoin naturel d'avoir chacun son espace. Et c'est intéressant, donc on va pas finir sur la sexualité des personnes âgées, quoique, mais ça amène souvent à des propositions de dormir ensemble, et j'ai envie de vous dire, sans que le couple n'ait explosé. Donc vous avez mamie qui dit à papy, tiens, ce soir, est-ce que tu veux pas venir dormir dans ma chambre ? Et c'est intéressant parce que ça relance quelque chose. Ça relance quelque chose de l'ordre du désir, d'être ensemble, mais en même temps, parfois d'être séparés. Rassurez-moi, chacun chez soi, c'est pas chacun dans sa chambre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais je voulais donner cet exemple de besoin d'espace individuel aussi. Parce que dans le fait de vivre ensemble, il y a notamment 2 éléments. Il y a toutes les tâches communes et puis il y a le fait de dormir dans le même lit. Vous voyez ? Et quand ces couples-là, parce qu'il y a aussi des couples qui sont moins âgés, autour de 40-50 ans, j'en ai entendu beaucoup, chacun avait sa chambre et son lit en fait. Et ils font couple quand même, mais ils n'ont pas envie de dormir ensemble. Et en même temps, il y a un désir, une libido, une séduction qui est relancée par rapport à ça. Donc même dans les couples très fusionnels, avec le temps, on peut retrouver de besoins d'identifier des espaces et des temporalités propres, personnelles, des espaces individuels. Pour conclure, j'ai envie de dire qu'on peut vivre séparés de corps, mais très fusionnels. Et on peut vivre en proximité corporelle en étant
totalement détachés affectivement. Ça, c'est ce qui me choque le plus parfois en consultation, évidemment. C'est de voir des gens qui sont sous le même toit depuis 10, 15, 20 ans. Et en fait, ils communiquent pas entre eux. Ils sont complètement détachés affectivement. Et j'aurais presque parfois envie de leur dire, vivez séparés. Et souvent, je suis sûr que ça leur permettrait de faire un effort pour savoir où est l'autre, pour avoir une attention, pour savoir ce qu'il devient, pour avoir envie de le voir, puisque finalement, ils sont trop les uns sur les autres. Voilà, vous allez pouvoir écouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr commenter en couple, mais chacun chez soi. Merci Maximilien et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.